Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Olivier Iteanu, merci d'avoir accepté ce mot à mot. Je devrais dire maître Iteanu, puisque vous êtes avocat à la Cour d'appel. Vous publiez Quand le digital défie l'état de droit, c'est chez Erol. Comme avocat, vous êtes spécialiste de ce droit qui est en train de se faire au moment où on se parle, qui est le droit de l'Internet, le droit du cloud, le droit de... Bon, vous en êtes un spécialiste, vous avez écrit des livres précédents sur le même sujet. Et dans ce livre, au travers des notions de vie privée, des notions de liberté d'expression, de droit d'auteur, de gouvernance ou de loi, vous revisitez ces notions au prisme, si j'ose dire, on y reviendra dans une seconde, au prisme de ce qu'implique aujourd'hui le numérique. Vous n'appelez pas le numérique, vous l'appelez digital. Quelle est l'intention? Mon premier mot est digital. Et votre premier mot est tout à fait juste parce qu'il est central à l'ouvrage. C'est pas une faute, hein, c'est bien un mot anglais qui est utilisé en couverture, dans le titre et dans le livre, parce qu'on est en Europe particulièrement poreux au numérique made in USA, pour parler en bon français. Ce sont tous ces services que nous connaissons tous, que nous utilisons tous au quotidien, du matin jusqu'au soir, de Google jusqu'à Netflix, Uber, etc. Et ces services made in USA, ils embarquent avec eux leur culture, ce qui est tout à fait normal, mais peut-être de manière plus problématique, leurs valeurs et leurs droits. Et donc, d'où l'usage du mot digital. On va explorer votre livre, mais il y a deux mots ou expressions sur lesquels je m'arrête. C'est invisible, c'est-à-dire ce dont vous parlez, on ne s'en rend pas forcément compte. J'aurais pu dire à bas bruit, c'est-à-dire ce qui est en train de se mettre en place de cette culture ou de cette conception des relations entre les individus que vous évoquez, qui est américaine, on ne le voit pas arriver. Alors c'est amusant parce que il se trouve que le mot invisible, la révolution invisible, c'était mon premier titre que j'ai proposé à mon éditeur, que j'ai d'ailleurs conservé en interne parce que c'est effectivement pour moi ce qui caractérise la problématique. On a beaucoup de bruit, beaucoup de discours sur la modernité, sur la liberté, qui peut être contre. On a des discours exaltés sur les services qui nous sont rendus, sur ce que ça va nous apporter, ce que c'est. Mais la réalité, c'est que oui, tout ça est vrai, c'est peut-être ça le problème aussi, mais que derrière tout ça, il y a effectivement un droit, et comme je l'ai dit et je l'ai écrit, un droit américain qui tend à s'imposer en Europe et qui ne correspond pas à nos valeurs. Le droit n'est pas un produit comme un autre, il est le fruit d'un processus démocratique, il est le fruit aussi d'une histoire. Et ce qui se passe ici, et ce qui est visible, est à la fois invisible, parce que ça peut se voir au travers de ces contrats, ces fameuses conditions générales d'utilisation, CGU, qui existent bien, que nous acceptons, et moi le premier sans les lire, mais là je les ai lus. Et j'ai regardé, donc c'est bien, la langue qui est utilisée le plus souvent est bien le français, mais le langage utilisé, les concepts utilisés ne sont pas ceux ni du droit français ni du droit européen. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre 1 sur la liberté d'expression et la régulation des paroles de haine, les principales plateformes de l'Internet qui servent les Européens en service quotidien sont peu enclines à appliquer le droit européen quand elles ne se réclament pas du droit américain. Elles sont donc logiquement peu sensibles ou ignorantes de la vie privée telle qu'énoncée dans les lois nationales européennes ou la Convention européenne des droits de l'homme. Les victimes européennes d'atteinte à la vie privée auront donc le plus grand mal à faire cesser la violation, à identifier l'auteur de l'atteinte avec l'aide nécessaire des plateformes pour la faire sanctionner par un tribunal. Mais surtout, et là vous insistez, leurs business models sont fondés sur la révélation de la vie privée de leurs membres ou clairement tournés vers la collecte massive de données à caractère personnel sur les réseaux numériques.
Or, le droit américain ne connaît dans le domaine de la protection des données à caractère personnel aucune loi fédérale qui régisse les manipulations de ces données. Pourquoi est-ce que c'est paradoxal à ce point? Qu'est-ce qui est paradoxal? Parce que d'un côté, on a effectivement un lieu de liberté, qui est le numérique, et en même temps, de l'autre côté, la nécessité de réglementer. Et ça, c'est paradoxal, y compris dans ce que vous dites. D'abord, le paradoxe, c'est d'abord nous tous. Parce que nous sommes des utilisateurs de ces plateformes. Nous révélons au travers de ces plateformes, parce qu'effectivement, il y a la gratuité et puis le service rendu qui est là, tout en sachant quelque part quand même que bien, nous allons révéler une part de nous, de notre intimité. Et donc, c'est ce que les Américains appellent, c'est un mot qu'ils utilisent, la privacy paradox. C'est-à-dire qu'on veut la protection de sa vie privée, mais on s'affiche, et en sachant derrière que ceux qui tiennent les cordons du système, eux, sont dans un système juridique où la vie privée est faiblement protégée. Quelle différence il y a entre vie privée, notion européenne ou française, et privacy, notion anglo-saxonne? Je dirais que la privacy, la vie privée telle que nous l'entendons, ce sont tous les éléments qui ont trait à notre intimité, au sens européen du terme. Notre image, nos identifiants, nos éléments de vie, y compris nos éléments financiers, par exemple. Alors que la privacy, c'est plus une notion de propriété. Elle est rattachée à la notion de propriété. Je dirais que la vie privée, c'est une valeur humaine. La privacy, c'est l'immixtion dans un lieu privé. Si vous vous rendez dans une maison d'un Américain, il va vous dire dehors, c'est ma privacy. C'est une notion d'immixtion, plus, mais tournée vers la notion de propriété. Alors que nous, fondamentalement, la vie privée est un droit personnel. D'ailleurs, à tel point qu'un avocat, par exemple, c'est tellement personnel qu'un avocat qui va écrire à une plateforme, une administration, pour le compte de son client, en faisant ce qu'on appelle dans la loi informatique et liberté, le droit, par exemple, à la correction ou à l'accès, pour savoir si Olivier Iteanu est dans vos fichiers. Eh bien, la personne ne peut pas me répondre en tant qu'avocat. C'est un droit qui appartient à mon client et c'est une des seules exceptions, une des rares exceptions où même on ne peut pas être le mandataire de son client sur ces questions. Pour vous dire à quel point on a mis la personne humaine au centre de tout dans notre système juridique. Alors, on va prendre une première notion que vous développez, que vous décortiquez, qui est la notion de freedom of speech. Oui. Hein. Et chez nous, c'est la liberté d'expression. Tout à fait. Aux États-Unis, c'est central, c'est constitutionnel, c'est tout de suite au début de la Constitution. Chez nous, ça existe, mais ça peut être limité. Aujourd'hui, quelle est la différence centrale entre les deux? Alors, je ne dirais pas que la liberté chez nous peut être limitée, je dirais qu'elle est encadrée. Elle est encadrée, oui, absolument. Encadrée, c'est-à-dire que les abus de liberté d'expression, des paroles de mort, des injures, de la diffamation, eh bien, dans le cadre d'un débat, un débat judiciaire, devant un tiers impartial qui est le juge, il y a la possibilité d'obtenir des retraits. On le sait, hein, dans la presse, c'est tout à fait courant, des retraits, des suppressions, dès l'instant où la liberté d'expression, on en a abusé. Alors qu'aux États-Unis, en tout cas dans l'affichage, la free speech, qui effectivement est héritée de la Constitution et de la fin du XVIIIe siècle, hein, je crois que c'est 1780-86, elle est présentée comme une valeur absolue. En réalité, je pense qu'au-delà de la liberté d'expression, c'est une notion, je parle dans le droit américain, une notion qui dépasse la seule liberté de s'exprimer. C'est une liberté d'entreprendre, c'est une liberté, je dirais, à tous les étages. Et probablement que ces grandes plateformes-là, qui sont effectivement très friands d'un discours sur le free speech ou le freedom of speech, le free of charge, les GAFAM, très Google, souvent Amazon, en réalité, Facebook, voilà, exactement, Microsoft.
Google, Amazon, Facebook, effectivement, Microsoft, il y en a d'autres, Twitter, etc. Eh bien, ces sociétés, souvent, quand elles entendent parler de liberté totale, car c'est ce qu'elles promeuvent, je pense qu'il faut plutôt entendre marché total que liberté totale. C'est ça qui est véritablement, je crois, leur dessein. On continue, mais je vais vous montrer un extrait d'un documentaire qui a été fait par Rokhaya Diallo, et où on parle notamment de Twitter et des paroles de haine qui sont encadrées, qui limitent la liberté d'expression, en tout cas dans le droit français et dans le droit européen, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Extrait. Une nuit, j'ai reçu un tweet particulièrement menaçant. Il faut violer cette conne de Rokhaya. Comme ça, fini le racisme. Un appel public au viol contre ma personne pour me punir de mes prises de parole. Quelle violence! En y regardant de plus près, je ne suis pas la seule à être exposée à des propos si choquants. Sur Internet, les injures abondent. Les circoncis sont vraiment des ordures. Racisme, Bougnoul. sexisme Espèce de féministe de... ou homophobie, ce sont des milliers de messages qui se répandent quotidiennement. Encore ces putains de musulmans. Un bon juif est un juif mort. Qu'est-ce qui alimente un tel déferlement? Peut-on dire n'importe quoi sur le net sans engager sa responsabilité? Comment faire pour stopper cette surenchère dans la haine? L'anonymat ne doit pas tout permettre. Je veux comprendre ce qui se cache derrière un tel déchaînement. Alors, le mot que j'utiliserai derrière, c'est impuissance. Si oui, pourquoi? Et sinon, comment? Malheureusement, vous avez probablement raison par le mot impuissance à la date d'aujourd'hui. Il y a un déferlement de mots de haine. Et je crois que, tel que l'a posé Rokhaya Diallo, je crois que la problématique est bien posée. On a une bonne illustration de la question que vous me posiez précédemment sur la différence entre le free speech et la liberté d'expression. Nous avons en Europe, parce que cette législation n'est pas tombée du ciel comme ça, elle est le fruit d'une histoire. Incitation à la haine raciale. Incitation à la haine raciale, nous avons une conviction profonde. C'est que entre la pensée, la parole, surtout lorsqu'elle est publique, et l'action, tout est lié. À partir du moment où, publiquement, je suis capable d'écrire ce que j'ai écrit, cela veut dire que, quelque part, moi, ou peut-être mes auditeurs, mes interlocuteurs, sont capables demain de passer à l'action. Car si ce discours s'installe, s'il se diffuse, eh bien, ce lien entre la parole publique et l'action va se faire. Et c'est la raison pour laquelle nous encadrons. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un abus de liberté d'expression et que ce sont des menaces de mort, des injures, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, alors oui, nous faisons intervenir le système judiciaire. Le problème que nous avons aujourd'hui... Ce que ne font pas les Américains. Ce que ne font pas les Américains. Ce que ne font pas les Américains. Alors, en fouillant dans la... En tout cas, c'est ce qui nous est affiché. En fouillant dans la jurisprudence de la Cour suprême, j'ai trouvé des choses sur le Ku Klux Klan. Donc, il y a un affichage. On nous vend la modernité. Je rappelle que le free speech, qui, à mon avis, n'est plus tenable aujourd'hui, et qui, encore une fois, je ne suis pas un censeur. Je demande à ce que les choses soient débattues devant un juge judiciaire, y compris peut-être demain américain. Mais... c'est quand même le fruit d'une constitution qui date d'il y a plus de 2 siècles. Le deuxième amendement de la Constitution, vous disiez, le troisième étant quand même le port d'armes dans des termes extrêmement violents, c'est les milices, etc. Alors on nous fait des procès en Europe de manière constante, en défaut de modernité. On nous demande, c'est le nouveau mot à la mode, la disruption, on nous demande de sortir de nos modèles, c'est Uber, les taxis, etc. Et on vient nous imposer une constitution qui date d'il y a plus de 2 siècles. Non, je dis que c'est irresponsable. Et Twitter le sait très bien. Twitter annonce, par exemple, la fermeture de 30 000 sites djihadistes. Mais ils le font en vertu de quoi? En vertu de ce qu'ils appellent leur policy. C'est-à-dire notre politique évolue. C'est-à-dire je suis le législateur et je suis celui qui exécute. Alors voilà, c'est l'expression suivante, c'est tout le pouvoir. C'est-à-dire qu'on demande à ceux qui permettent d'être leur propre régulateur. Exactement. C'est tout le Paradoxe pouvoir. supplémentaire. Tout à fait. C'est un nouveau paradoxe. Et il s'arroge ce pouvoir. Lorsque vous écrivez à Twitter, lorsque vous écrivez à Facebook, ce que nous faisons nous régulièrement, on nous répond « oui, non, je retire pas », parce que c'est dans notre
policy, c'est-à-dire leur contrat en clair, hein, ou pas. Et il y a une affaire que je cite dans l'ouvrage qui a fait un peu de bruit, qui est l'affaire du tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde, qui effectivement est la représentation d'un sexe de femme. Et il se trouve qu'un membre Facebook, c'est comme ça qu'on les appelle, a reproduit ce tableau sur sa page et cette nudité a choqué Facebook. Et Facebook a fermé la page. Et cette personne, qui se trouve d'ailleurs, ça se sait en lisant des jugements, qui est un professeur d'éducation nationale, a dû subir un préjudice de ça et a saisi la justice française. Et Facebook dit allez à 9000 km de là, en Californie, voir un juge californien. Vous citez un arrêt de février 2016 de la Cour d'appel de Paris. C'est celui-là. Et alors, vous dites à ce propos, les juges constatent que Facebook oblige ses clients à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager des frais sans aucune proportion avec l'enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Que les difficultés pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d'exercer toute action et à le priver de tout recours à l'encontre de la société Facebook. Qu'à l'inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d'assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises. Il y a une défense, c'est-à-dire que la loi française se défend, les juridictions françaises se défendent. Mais écoutez, il y a un principe universel, on applique toujours la loi locale du consommateur. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, probablement en Chine, c'est vrai partout. Vous êtes consommateur, on vous donne un accès facile à votre tribunal. On essaye de minorer vos coûts. Je ne dis pas qu'ils sont d'ailleurs à zéro, c'est pas vrai. Mais on essaye de minorer vos coûts et de vous donner cette possibilité. Facebook Inc., parce que c'est la société californienne avec laquelle vous allez contracter avec des CGU en français. Hein, vous voyez là encore un autre paradoxe, c'est peut-être le troisième fois qu'on rencontre ce mot. Eh bien, cela équivaut. Ce que vous lisez là, ce sont les attendus de la Cour d'appel de Paris. Absolument. Et si vous regardez, si vous prenez connaissance à date d'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des conditions générales d'utilisation de Facebook, eh bien, la clause qui a été écartée par les juges, qui renvoie le consommateur en Californie, ce qui au demeurant pourrait être sympathique, il fait beau et le ciel est bleu, mais c'est quand même 9000 km et ce n'est pas votre droit et ce n'est pas votre langue. Et il faut traduire et il faut signifier, etc. etc. Tout à fait. Le mot suivant, c'est safe harbor. Oui. Autrement dit, l'expression, c'est cheval de Troie. C'est-à-dire, on a l'impression dans votre livre que finalement, l'outil juridique européen et français est encore extrêmement solide. Mais en même temps, il y a des chevaux de Troie là, qui arrivent et qui montrent que ce droit européen et ce droit français est menacé notamment par le safe harbor. Qu'est-ce que c'est que le safe harbor ? Alors le safe harbor, je dirais que c'est malheureusement, je suis un Européen convaincu et je pense que c'est notre intérêt tous d'être Européens, mais malheureusement, c'est la démission et principalement d'une institution européenne qui est la Commission européenne. De quoi s'agit-il ? Lorsque vous collectez en Europe des données à caractère personnel, des données qui vous identifient donc directement ou indirectement, vous n'avez pas le droit de les exporter, de les transporter en dehors de l'Union européenne. Et par exemple en France, ça coûte entre guillemets 300 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement. C'est donc sérieux. Alors évidemment, on ne peut pas rester entre nous simplement en Europe. Donc la Commission européenne a qualifié un certain nombre d'États qui disposent, à l'instar de ce que nous avons en Europe, d'une législation équivalente. On retrouve des pays comme l'Australie, comme le Canada, la Suisse, Israël, etc. Bon. Les États-Unis. Mais pour ça, il faut avoir une loi fédérale. Il faut avoir plutôt une loi qui protège les données à caractère personnel ou avoir signé des traités qui donc vous donnent dans ce pays une protection en matière de données à caractère personnel. Or, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas de loi en matière de données à caractère personnel. Les mauvaises langues ont tendance à dire que c'est un accord entre le gouvernement des États-Unis et ces grandes plateformes américaines sur le mode « on ne vous embête pas avec une réglementation », laissez-nous mettre la main dans le pot de confiture et vous attraperez les données du monde entier. Alors, comment fait-on ? Donc la Commission européenne, au safe harbor, la Commission va créer une exception spécifique pour les États-Unis qui s'appelle le safe harbor, qui va être invalidé, qui va être renégocié. Et puis qui va être assez rapidement remise en selle avec un autre nom, Privacy Shield, bon, peu importe. Et donc, dans cet engagement qui a été négocié entre la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis, en 2000, eh bien, il est dit que le gouvernement des États-Unis
rédige une sorte de programme et les entreprises vont volontairement, c'est l'autorégulation, adhérer à ce programme par lequel on peut lire qu'effectivement, il y a une législation équivalente à peu près aux États-Unis. Mais c'est simplement un engagement. Je vous jure sur la tête de ma mère que je vais me conformer à ça. Il n'y a ni contrôle, ni sanction. Et donc ça a été invalidé. Qu'est-ce qui fait que la Commission a cédé? Je crois qu'il y a 3 choses. D'abord, effectivement, le commerce international. C'est difficile quand même pour l'Europe de se passer des États-Unis et difficile pour aussi, ça il faut vraiment en avoir conscience, pour les États-Unis de se passer de l'Europe. Ça c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que c'est vous savez, on a parlé du free tout à l'heure. Il y a un autre mot, c'est free flow of information. Le flux, je ne sais pas comment on peut dire, libre de l'information. Et ça, c'est une idéologie qui est vendue à la Commission européenne, qui l'achète. Il faut laisser l'information circuler. Et bonjour puis, le lobby. Et puis le troisième, c'est le lobby. Le troisième, c'est le lobby. Je cite un livre d'un ancien président de la CNIL qui a été sénateur, qui est M. Alex Türk. Oui. Alex Türk raconte qu'en 2006, alors qu'il était président de la CNIL française et des CNIL européennes, qui se sont regroupées dans un groupe qui s'appelle le groupe des 29, il raconte que la Commission européenne voulait réviser le cadre européen dans ce domaine. Et qu'ils lui ont donc demandé de désigner, dans le groupe de travail de 5 personnes, une personne. Et quelques semaines plus tard, Alex Türk écrit dans son ouvrage « La vie privée en péril » qu'il regarde la composition du groupe de travail. Quels sont les 4 autres? Google, un fabricant américain de puces qui s'appelle Intel, et 2 avocats américains basés à Bruxelles. Sur 5 personnes du groupe de travail de la Commission européenne, 4 Américains, qui, c'est quand même paradoxal, vont réviser notre cadre, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale dans ce domaine. Donc le lobbying, oui, c'est quand même la 3e raison. Ouais. Et puis sinon, Barroso est allé travailler à la banque. C'était la commission Barroso. Voilà, je crois que vous avez tout dit. On peut dire ça, ça comme ça. Une chose qui est, un mot qui est collusion. Vous avez dit que le gouvernement américain ne voulait pas réglementer, enfin en tout cas ne voulait pas légiférer en la matière, pour des raisons qui ont à voir avec une constitution qui date un peu, c'est ce que vous avez dit aussi. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement américain peut dealer avec les GAFAM, avec... Alors il y a eu le septembre 2001, donc il y a eu, il y a eu le Patriot Act, qui fait que les agences de renseignement américains, avec PRISM notamment, c'est les NSA, avec PRISM, ont accès à toutes les données. Donc est-ce qu'il y a un deal ou un gentleman agreement? Moi j'appellerais ça, parce que c'est ce qu'on connaît en Europe et en particulier en France, un partenariat public-privé. Il y a un partenariat public-privé. En réalité, la NSA qu'on présente comme celle qui surveille, ce qui est vrai, mais elle surveille finalement, je pense, assez peu par rapport à ses partenaires que sont effectivement ces grands groupes, ceux qui ont signé notamment cet autre programme qui s'appelle PRISM, puisqu'on parlait du Safe Harbor qui était aussi un programme. Donc il y a un partenariat public-privé évident, enfin, ça a été révélé par Edward Snowden, et je crois qu'on devrait, pour moi c'est un héros, car il a dit au monde quelle était la réalité des choses. Et je peux vous assurer que rien n'a changé depuis. Mot suivant, c'est solution. C'est-à-dire que vous parlez-vous de gouvernance, de collaboration. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut recréer un droit qui serait un droit universel, en tout cas mondial ou global, qui encadrerait cette affaire qui s'appelle Internet? Alors, vous avez raison, il y a 2 choses là-dedans. Je dirais que pour la solution, je dirais d'abord, j'y apposerai un autre mot, c'est le mot volonté. C'est ce qui nous a fait défaut depuis 15 ans. Le mot volonté, retrouver la volonté et savoir discerner les faux discours ou les fausses sirènes des réalités, de la réalité des choses. Il nous a manqué au niveau européen de la volonté. Et puis vous avez raison, on ne peut pas être, c'est pas les États-Unis contre l'Europe, c'est pas l'Europe contre les États-Unis. Il faut réconcilier nos droits, mais il faut aussi nous écouter. Je crois qu'il faut que les Américains nous écoutent nos valeurs. Ils gagnent leur vie aussi avec nous. Et donc, je crois qu'en échange, il faut qu'ils respectent notre histoire, nos valeurs, notre façon de faire. Et donc, réconcilier les droits, c'est un mot important. Donc, volonté,
Solution, je dirais volonté politique, parce que c'est un livre, c'est un essai, c'est vrai, qui traite de droit, j'essaie de le faire dans des termes clairs et généraux, mais la réalité, c'est qu'il y a derrière un problème politique, il faut le dire. On en parlait à l'instant avec la Commission européenne. Donc volonté et réconciliation des droits. Mais pour ça, il faut qu'on soit traité d'égal à égal. Vous dites, par rapport à la législation européenne, vous dites qu'elle passe un très mauvais moment. Et vous écrivez ceci, elle subit en effet un certain nombre de facteurs qui la diminuent. Mauvaise rédaction des textes, difficulté à poursuivre les délinquants sur les réseaux numériques, lobbying efficace à Bruxelles contre les intérêts européens, introduction dans certains textes européens de concepts directement importés du monde anglo-saxon, tentation de certains juges de raisonner autrement que par le syllogisme traditionnel. Syllogisme traditionnel et autrement. On a, nous, un raisonnement effectivement syllogistique, d'une certaine manière comme les philosophes. Un juge qui est saisi d'une affaire, c'est même des affaires qui nous concernent tous au quotidien, d'abord il doit traiter des faits. Et souvent les faits qui lui sont rapportés ne sont pas tout à fait identiques. Et une fois qu'il a ce qu'on appelle des faits constants, il cherche le droit et en découle la solution. Et c'est, au travers de juridictions supranationales, qui sont la Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc la juridiction de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, il y a, et je cite notamment un professeur de droit assez connu qui s'appelle le professeur Gauthier, il y a effectivement un certain nombre de démonstrations qui ont été faites que le raisonnement syllogistique, qui est vraiment le raisonnement des pays civilistes, de droit civil comme nous, est en train de perdre pied. Alors il n'a pas disparu, mais il recule. Et donc ça, c'est quand même assez inquiétant, parce qu'aux États-Unis, on balance les intérêts. On balance entre le bruit que ça fait, la paix sociale, les intérêts économiques. On est dans un système où finalement le juge est assez libre. Et donc, ça n'est pas du tout la conception européenne, en tout cas continentale. Je mets de côté la Grande-Bretagne, Chypre, enfin Malte plutôt, et deux, trois autres pays européens qui sont quand même de cette culture-là. C'est d'ailleurs peut-être la difficulté d'ailleurs, c'est qu'on on a un assemblage de pays qui ont des cultures juridiques différentes, mais ce n'est pas la culture européenne continentale. Vous avez me passé la trivialité de l'expression, mais quand on prend Google qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires, qui a des bénéfices en augmentation de 43%, dans mon souvenir, c'est ce que vous citez. L'expression, c'est presque rien à foutre. Et quand vous citez, par exemple, alors c'est Schmidt et Cohen, pour le coup, c'est les deux pontes de Google qui disent notamment dans un de leurs livres, donner des prénoms qui permettent d'être facilement référencés chez nous. Oui, tout à fait. Pour améliorer le classement de vos enfants, ils disent aux parents, choisissez des prénoms qui sont originaux. C'est totalitaire, mais impressionnant. Et donc la trivialité, c'est presque rien à foutre. On a là une puissance totalitaire. Et qui, alors effectivement, qui de temps en temps peut s'adapter parce que on pourrait nuire à sa réputation, mais finalement qui a tous les pouvoirs ou qui a toutes les possibilités. Oui, tout à fait. Alors c'est ce livre-là que vous citez, The New Digital Age, d'Eric Schmidt et de Jared Cohen, qui m'a décidé à écrire ce livre. J'ai trouvé ce livre totalitaire. Pourquoi ? Parce que la réalité des comportements est précédée d'un discours sur la liberté, sur la modernité, sur ce que ça va nous apporter. Sauf quand il s'agit d'être en Chine, etc. Ah oui, alors là, il y a des éléments de langage qui changent complètement. Dès que c'est l'Europe et les États-Unis, tout est free. Mais dès qu'on parle de la Chine, alors là, c'est contrôle, loi, on retrouve les éléments de langage, entre guillemets, traditionnels. Donc oui, il y a une arrogance, il y a une sorte d'esprit dominateur. Oui, et d'une vérité, c'est dangereux une vérité. On détient la vérité. Et moi, j'ai été vraiment choqué par cet ouvrage, et ça a été l'élément déclenchant de ce projet éditorial. Alors, je voudrais terminer avec, je voudrais vous faire écouter Bruno Patino, qui est directeur éditorial d'Arte, qui a eu des responsabilités sur France Télévisions, qui est un fasciné du numérique
Et écoutez ce qu'il nous disait sur Facebook et sur la question que pose aujourd'hui l'utilisation de Facebook et après le rôle qu'a pu jouer la plateforme, notamment dans l'élection américaine. Écoutez. On a dit, finalement, Hitler sans la radio n'aurait rien été, d'autres sans la télévision ne l'auraient pas été. Et ce qui commence à poindre en ce moment, c'est y aurait-il eu Trump sans Facebook? Ça peut paraître stupide comme question, je pense que c'est la grande question. Par rapport justement, on s'éloigne un peu de la télévision là, mais je pense que c'est une question extrêmement profonde, qui d'ailleurs Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a dû commencer à réagir. Il s'en défend. Il s'en défend, mais il dit lui-même qu'il va regarder l'algorithme, qu'il va approfondir, etc. Le pire, c'est que c'était une question qui lui avait été posée par ses propres salariés. C'est-à-dire que si vous revenez 3 ou 4 mois en arrière, je suis flou dans les dates, il faut savoir que tous les lundis après-midi, Zuckerberg s'adresse à la foule des salariés de Facebook et juste en leur demandant voilà, c'est un moment de libre-échange. Et plusieurs d'entre eux lui ont posé la question, puisque c'est public ces séances de questions-réponses, est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte d'empêcher Trump d'être élu, sous-entendu, en commençant à nous intéresser à ce qui est partagé, c'est-à-dire en essayant d'arrêter d'avoir une sorte de prime au partage, à plus c'est sale, plus c'est diffamatoire, plus c'est fantasmagorique, plus c'est partagé. Oui, autrement dit, le business model. Hein. Oui, mais vie privée, ces abus de liberté non sanctionnés, ce reflux de la loi et... tout ça, ce sont les symptômes d'une même cause, c'est-à-dire finalement le refus de ces plateformes de se soumettre à une volonté générale. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'État de droit européen qui est peut-être en danger. Bon, l'État américain aussi, Google aimerait bien le remplacer, Facebook aussi probablement. Donc tout ça, ce sont les symptômes d'une même cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ces plateformes soient hors la loi. Il y a une volonté générale, il y a des équilibres à respecter dans une société, et ce n'est pas sous prétexte qu'on est disruptif qu'on a le droit de bafouer cette volonté générale. Je crois que c'est ça qu'il faut... Et c'est un exemple, tout à fait. Vous notez ceci par rapport à la collecte des informations personnelles de Facebook. Vous notez ceci. La collecte va encore plus loin. La CNIL, Commission nationale informatique et liberté, révèle que Facebook récupère les données des sites tiers et des applications qui intègrent les boutons « J'aime » ou « Se connecter », même pour ceux qui ne sont pas inscrits sur Facebook. Inutile de préciser que ceux-là n'ont donné aucun accord au réseau social pour cette collecte, en infraction avec la loi informatique et liberté. Enfin, cerise sur le gâteau, la CNIL affirme que le réseau social collecte les données des sociétés du groupe ou des sociétés exploitées par elle et cite notamment Instagram et WhatsApp. La CNIL conclut « Une telle combinaison de données est par sa nature même, son ampleur et son caractère massif, susceptible de méconnaître l'intérêt des utilisateurs inscrits et leur droit fondamental au respect de la vie privée ». Je termine avec cette dernière expression. Est-ce que cet essai n'est pas un combat d'arrière-garde ? Je crois au contraire que c'est un combat. Le premier mot sur lequel vous m'avez interpellé, c'est le mot invisible. Donc c'est un combat qui commence. Et je crois que aux réactions que j'ai, je rencontre beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me parlent. Et c'est marrant parce que le mot qui est revenu le plus souvent, peut-être une dizaine de fois sur les centaines de mails que j'ai reçus, c'est le mot colère. J'étais frappé. On m'a dit, j'ai terminé ce livre, j'étais en colère. Eh ben, tant mieux, je trouve que c'est plutôt sain, ça veut dire qu'on n'est pas encore abattu, on est prêt à s'indigner, on est prêt à se lever, et c'est ça qui fera reculer ces grandes entreprises. On parlait d'Edward Snowden, un seul homme est capable de faire ça. Chacun de nous est capable de faire ça. Il faut simplement qu'on reprenne nos esprits, parce qu'on a été pollué par beaucoup de choses, et trouver les bons équilibres. Je ne suis pas contre le numérique, je travaille dessus depuis 28 ans, donc je ne suis pas contre le numérique. Ça nous apporte de réels progrès, mais il faut trouver les bons équilibres. Dernière expression quand même pour la route. Oui. À votre place, dans cette disparition des métiers qu'organise le numérique, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, l'algorithme remplace l'avocat ? Alors, la justice prédictive, c'est le grand sujet du moment. Et ce qui me frappe, c'est que c'est parfois des hauts fonctionnaires des ministères de la Justice
parfois même français, il y en a quelques-uns, qui portent ça, qui me paraît incroyable. Qu'il y ait de l'information juridique en masse qui soit distribuée à tous, c'est très bien. Qu'il y ait du conseil qui soit fait en ligne, c'est très bien. Moi, je veux dire, en tant que jeune avocat, j'ai fait SOS Avocat au téléphone il y a 28 ans, tous les mois, on faisait ça. Et bon, on change de média, pourquoi pas. Mais la justice prédictive, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va automatiser les choses, alors qu'encore une fois, dans notre système, c'est le fait, d'abord le fait, et ensuite, une fois que le fait est établi, eh bien, on applique le droit. Donc, on ne peut pas faire des solutions de droit toutes faites. Il faut d'abord une intervention humaine. Je crois qu'il faut un mot, puisque c'est le sens de votre émission, c'est de ne pas perdre la main. Sur le fait de juger, on ne peut pas perdre la main. C'est pas possible. Le syllogisme a du bon. Le syllogisme a du bon, tout à fait. Merci, maître. Merci.